Quelque part sûr, le podcast. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sûr. Le moins que l'on puisse dire, c'est que 2024 s'annonce sportive. Alors pour bien démarrer l'année, j'ai proposé à mon invité de chausser ses baskets et de me faire découvrir son terrain d'entraînement. Je vous emmène sur les sentiers annéciens à la rencontre de Stéphane Agnoli, un pionnier du trail running, créateur et directeur de la Maxi Race. Depuis ses débuts en 2011, la Maxi Race s'est imposée comme un trail référence en France et on ne compte plus les élites qui sont venues s'y mesurer. Forte de son succès, la marque s'est exportée à l'étranger, inspirant d'autres trails au passage. Dans l'ADN de cette course, il y a l'envie de permettre aux coureurs de découvrir un territoire magnifique avec la volonté forte de préserver l'environnement. Et puis, il y a aussi le souci d'améliorer leur satisfaction qui s'élève année après année. Ce qui m'a frappé dans notre échange, c'est la simplicité et la proximité de Stéphane, un aventurier du trail running que je vous invite à découvrir maintenant. Salut Stéphane. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Ouais, bonjour à tous, on vous retrouve dans ce nouvel épisode de Quelque part sûr, le podcast vidéo, et je suis en compagnie de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, organisateur de la Maxi Race, rien que ça, et puis tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes multicasquettes ? Voilà, multicasquette, oui, effectivement, organisateur de la Maxi Race depuis 2011. Après, j'ai beaucoup été dans le monde fédéral de l'athlétisme. Ouais. Donc, j'ai participé à la création de différents clubs de course à pied, de running. Je œuvre aussi un petit peu dans le monde du biathlon, du ski de fond. Je suis sur une association de pratique là dans les Bauges, dans le pays à côté. La montagne à côté. La montagne à côté. Voilà. Et après, au niveau du running et du trail principalement, c'est vrai qu'on développe pas mal de choses. Alors, on aide certains organisateurs français, mais ça doit rester secret. Chut. Et on œuvre sur le développement du trail aussi à l'étranger. On a des maxi races sur Madère, sur la Sicile, en Chine, en Afrique du Sud. Alors on n'organise pas, on aide les organisateurs locaux. C'est toujours les gens du terroir qui organisent. Et nous, on leur donne des petits conseils. Ou maintenant, on leur donne plus de conseils. Ils font tout seuls, hein, parce que ils ont bien l'ADN. Ils ont bien l'ADN. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau format un petit peu plus actif d'interview. Tu m'as proposé d'enregistrer dans la nature et moi je t'ai proposé pourquoi pas de faire une interview en marchant. Donc ici aujourd'hui on n'est pas très loin du départ de la Maxi Race qui se trouve à Annecy. On est sur tes terres à Poisy puisque tu as ton entreprise qui est basée à Poisy, juste à côté du lac. Est-ce que tu peux nous faire découvrir un petit peu ton terrain d'entraînement ? Ouais, on va aller se promener. Là, on est sur le secteur du village de Poisy, du cœur du village. Alors bon, c'est une ville maintenant, mais c'est vrai que je reste sur l'ADN du village.
où il y a des marais, donc le stade de foot. Derrière nous, on avait tout ce qui est pour le skate, les petits parcours. Et puis en arrière-plan, on a la montagne d'Age. La montagne d'Age, c'est là où on retrouve des côtes un petit peu plus drues. D'ailleurs, il y a un super trail qui a lieu ici, le trail des Grenouilles, qui a lieu en novembre. Et où les coureurs, vous pouvez venir aussi découvrir ce super parcours à Poisy qui est voilà, on est à Poisy sur pas très loin d'Annecy, mais ça reste quand même une ville qui garde l'ADN agriculture, forêt. Voilà, il y a un gros travail pour maintenir ça. Et voilà, on est sur cette Haute-Savoie avec ces montagnes mine de rien. Donc moi j'avais une première question pour toi, Stéphane. C'était que tu reviennes un petit peu aux origines de la création de la Maxi Race. Alors on parle de 2011, je crois, et alors il me semble qu'il y a une volonté aussi politique au-delà du sport, au travers de cette course pour pourquoi pas dynamiser ou rendre plus attractive encore cette ville d'Annecy. Alors effectivement, un tout petit bout d'historique sur les années 2008, 2009, 2010. En fait, l'association où j'étais président à l'époque organisait plutôt des raids multisports. On était dans le raid multisport et différentes rencontres ont fait que on nous a sollicité pour organiser en fait un trail de notoriété internationale sur le bassin annécien. Donc la volonté était tout de suite d'aller sur l'international. Oui, elle n'était pas cachée, elle était directe, c'était international. Alors, quand tu dis on nous a, qui a demandé à qui? Ah ben on y arrive. T'as les bonnes questions, on y arrive. Donc en fait il y a eu 2 demandes parallèles, ce qui a fait que le projet a pu naître. La première c'était la société Technica. Technica qui est plus connue dans le monde de la chaussure de ski, du ski aussi, et qui sur les années 2010, 2011, 2016 s'était lancé dans les chaussures de trail. Voilà, parce qu'ils sont donc Technica, c'est une structure basée en Italie, mais il y avait ses bureaux à Annecy aussi. Et donc par mes rencontres, on m'a sollicité là-dessus. Donc on avait un partenaire privé qui mettait du financement pour payer toute la bulle des secours. Donc c'était très important. C'est le plus gros poste, quasi le plus gros poste sur une course? Sur une course comme la Maxi Race, oui. Donc en montagne, les secours coûtent très très cher. Et après derrière, il y avait une demande. À l'époque, Annecy était divisée à Annecy-le-Vieux, Annecy, Sénaux. Maintenant, c'est une ville commune, Annecy. Il y a eu regroupement des communes, mais à l'époque, il y avait plusieurs communes. Et Annecy-le-Vieux était avait comme maire Monsieur Accoyer. Il y avait une dynamique de créer un événement international sur Annecy-le-Vieux. Et donc les deux, ça s'est regroupé et boum, on a lancé en 2011 la première édition. On va marcher sur la neige, alors fais attention en filmant. Je fais un petit plan pour qu'on voit un petit peu où tu m'emmènes quand même sur des terrains humissants. Premier exercice de cette nature, l'enregistrement. Et puis c'est sympa, dis donc, chez toi. Voilà, c'est des pontons. Alors là, ils sont enneigés, c'est magnifique, donc faut faire quand même attention. Les marais sont glacés, mais pas assez pour marcher dessus, donc faut pas tomber dedans quand même. Faire du patin. Et donc voilà, il y avait cette envie aussi d'Annecy-le-Vieux. Et donc on a lancé l'événement parce qu'on avait le financement pour payer les secours, qui est une des choses les principales pour nous sur la Maxi Race. Ça a toujours été parmi les 3-4 points d'ADN. Et donc on a lancé cette aventure avec 1200 coureurs, je crois, la première année. Ah, donc déjà quand même une masse start. Quand même, et c'est quand même beaucoup, 1000.
Ouais, sur un lancement et puis à l'époque, parce que on parle de 2011, il n'y avait pas obligatoirement autant d'engouement que maintenant, etc. Et on a lancé ça et on avait en tête déjà de monter en puissance pour internationaliser l'événement. Alors on n'avait pas encore bien prévu comment on allait l'internationaliser. D'accord. Ça s'est fait aussi par des rencontres et au coup par coup. Malgré tout, avec une entreprise comme Technica qui était internationale, il y avait cette volonté. Dans nos rencontres, on a été rapidement sollicité par en fait le monde international de l'athlétisme. À l'époque, c'était géré par l'IAU pour organiser en 2015 les championnats du monde de trail. Mais juste avant, en 2014, c'était aussi un événement un peu particulier parce que c'était l'anniversaire en fait des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'était les 50 ans. D'accord. Et on a été labellisé, le seul événement en fait sportif labellisé France-Chine pour 50 ans, ce qui a rendu cette édition déjà internationale en 2014 par les relations avec la Chine. Ce qui nous a permis par la suite de nous développer aussi en Chine sur différentes maxi races. Et puis en 2015 les championnats du monde. Et après, voilà, on est monté. On va se poser un petit peu là, pour continuer à papoter. Et après, on s'est développé sur différentes choses. Et en 2017, Technica a en gros arrêté plus ou moins les chaussures. Je crois qu'ils les gardent un peu, mais c'est moins. Il y a moins de dynamique. C'est Salomon qui a repris le flambeau du partenariat principal en développant l'Ultra Race, donc le grand tour de 120 km qu'on a arrêté mais qui devrait renaître l'année prochaine. Voilà. Et puis on s'est développé sur l'international avec d'autres manières de faire, entre autres en accueillant des manches de Coupe du Monde, en faisant des choses pour les masters, pour les vieux entre guillemets, puis pour les jeunes en U18 l'année dernière et cette année on accueillera les championnats d'Europe élite et jeunes. Les jeunes c'est moins de 20 ans. Voilà, donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Il y a une volonté d'aller chercher ces au-delà du papa, de la maman qui court, de toucher ses enfants pour les habituer, les faire prendre part à la fête finalement. Oui, alors on n'a jamais été très bon. Parce que le lieu de départ et d'arrivée de la Maxi Race, qui est un endroit hyper sympa au bord du lac, a quand même un inconvénient, c'est que d'un côté on a un lac et d'un côté on a une route puis des maisons. Donc en fait on est pris un peu en étau et on peut pas faire ce qu'on veut pour les jeunes. On a toujours essayé mais on trouve pas un parcours sympa. C'est pour ça qu'on se contente pour l'instant de faire des choses pour les enfants, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans. Déjà 10 ans c'est presque trop grand parce que la distance, on n'a pas ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment se faire plaisir. Mais on a gardé ça, on le garde. On a été obligé de le réduire à très très peu d'enfants parce qu'on n'a pas la place nécessaire. Et puis je pense qu'il y a une demande, c'est la mini race, c'est ça ? Ouais, il y a une demande qui est énorme, mais on peut pas. Alors on peut pas prendre 100 personnes pour faire que des bêtises et qui se fassent pas plaisir. Donc voilà. Et donc on a toujours essayé de trouver une solution pour développer au niveau des ados ou des jeunes. Et le mouvement fédéral s'est lancé là-dedans il y a quelques années et puis ça monte petit à petit avec des formations dans les clubs pour justement les jeunes sur le hors-stade et particulièrement sur le trail et le off-road en dehors de la route quoi. Et on a dit on enclenche avec eux quoi. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'on a pris les U18 l'année dernière et que sur les championnats d'Europe il y a les jeunes aussi, même si les jeunes c'est 19-20 ans donc c'est des grands jeunes hein, quand même mais voilà. Je vais faire un petit plan sur ce qu'on voit ici. Tu me fais découvrir ton pays, les marais ici du côté de Poisy. C'est vraiment sympa. Il y a une petite
un petit tour, je pense, des marais. Voilà, la boucle autour des marais fait 1600 mètres à peu près. Ouais. Donc, ce qui nous permet, c'est relativement plat là autour des marais, ce qui nous permet de faire des séances de fractionnés assez sympas. Ouais, parce que tu peux faire 3 fois 500, tu peux faire des 1000 mètres, etc. Et là, c'est le terrain à peu près, seul terrain à peu près plat de Poisy, en gros. donc voilà. C'est un travail spécifique. Voilà, c'est le travail qu'on peut faire. Le club de Poisy s'entraîne. Le club de Poisy, ils ont plus de 200 adhérents. Ils s'entraînent là aussi. C'est leur point de regroupement. Toi, tu viens à la pratique de l'athlé, de la course, du trail, comment? En fait, moi, j'ai baigné un peu dans le monde de l'athlétisme assez jeune, en cadet, Ouais. junior, espoir. J'étais plutôt crossman pour ceux qui connaissent, donc courir dans la boue, quoi. Hein, voilà. Et l'été, je faisais un peu de piste pour préparer les crosses l'hiver. Et à cette époque, il n'y avait pas trop de trail, il y avait plutôt ce qu'on appelait des courses nature, donc beaucoup de courses nature ont changé de nom et ils s'appellent trail maintenant, hein, mais voilà. Et il y avait de la course en montagne. Et la course en montagne pure, que monter, ça m'intéressait pas trop. Depuis, ça a évolué, hein, mais voilà. Et donc j'étais dans le monde de la course à pied, dans le cross, mais malgré tout pas aller bien plus loin. Et les marathons et autres, courir sur la route m'intéressait pas. Donc je suis passé après sur les raids aventure. Ouais. Donc l'enchaînement de VTT, de course à pied, en orientation, de VTT, etc. Et petit à petit, avec les copains, on a créé une asso là-dessus. On est allé faire des manches de Coupe du Monde, hein, les trucs où tu pars pendant 5 jours sans dormir ou très peu. Voilà. On est allé vadrouiller, traverser la Patagonie sur la Patagonia quand même. Expedition Race à l'époque, où tu passes 3 jours avec des photos satellites dans la pampa, ramper, à pas avoir à manger, pas avoir à boire, tu te débrouilles quoi. Voilà, un peu L'aventure, quoi. un peu l'aventure, c'était super cool. Et puis par la suite, les trails ont pris de l'ampleur, de l'envergure, et en réalité, nous, dans nos raids multisports, on faisait du trail quoi, au milieu. Donc après, ça nous a servi de nous entraîner. Donc on préparait des trails dans l'objectif de s'entraîner au raid. D'accord. Voilà. Et toi, tu es originaire de Martigues, je crois, alors à la base. Et comment tu arrives dans la région? Alors alors je suis pas arrivé dans la région, j'étais déjà dans la région. Mais comment ça? Il est né dans le sud, mais il était dans la région. Alors moi, mon grand-père, il était agriculteur ici. Ma mère, elle est née ici, et donc ma mère était chef d'établissement dans les quartiers nord de Marseille, pour tout dire, et dans un lycée. Et donc elle m'a pondu dans le sud de la France. Okay. Je suis né dans le sud de la France, Okay. donc j'ai fait ma première partie de vie dans le sud de la France. Malgré tout, chaque fois qu'il y avait des vacances scolaires, on était ici. Donc quand on calcule combien il y a de vacances scolaires, il y en a beaucoup. Donc voilà, je suis né effectivement dans le sud. J'ai fait pas mal de choses dans le sud. Et puis je suis revenu, je sais plus, après mon service militaire, parce que oui, je fais partie des gens qui ont fait son service militaire. Et au chasseur alpin de Chambéry d'ailleurs, donc pas très loin. Et après, je commençais à bosser un peu dans des assos dans le sud pour développer le sport nature, mais je suis rapidement venu me réinstaller officiellement ici, quoi. Voilà. D'accord, donc professionnellement, tu étais impliqué, salarié dans des associations. Alors moi, j'ai toujours été... j'ai passé un diplôme de programmation informatique, Okay. donc un BTS. Ouais. Et j'aurais pu travailler dans les usines pétrochimiques du sud de la France, hein, on me prenait sans souci. Malgré tout, je préférais rester dehors le plus possible. Oui, d'accord. On voit tout de suite le lien avec la nature, à choisir pétrochimie ou nature, voilà, t'as fait ton choix. Voilà, j'ai fait aussi mon choix financier, hein, parce que pétrochimie, ça paye bien. Hein. D'accord. Et la nature, et malgré tout ce que les gens peuvent penser, organisateur d'un événement sportif, ça paye pas. C'est très difficile, alors à des années peut-être mieux que d'autres, mais voilà. Et du coup, oui, j'ai pris la carte sport nature, donc avec des diplômes à droite, à gauche, et puis Laurent, mon pote du sud, en fait, c'est lui qui a créé l'association dans le sud de la France, développement sport événement, ça s'appelait à l'époque.
Et il m'a embauché. En fait, il a créé l'assaut, il m'a embauché pour justement développer au niveau des jeunes, des adultes, la pratique du raid multisport. En fait, toucher à tout et faire découvrir même les jeunes de quartier nord de Marseille. On les amenait faire découvrir du kayak, etc. C'était assez sympa. Et c'est là où on a créé les premiers raids, où j'ai créé les premiers événements, donc avec lui. Et puis après, ben voilà, je suis venu par ici. On a créé une asso. Moi, je travaillais pour différentes marques, donc Technica. J'ai bossé aussi pour Oka, etc. Sur comment faire découvrir leurs chaussures, etc. C'était un peu mon job. Alors, en même temps, j'étais moniteur de kayak, de VTT, etc. Sur des boîtes. Et après, quand la Maxi Race s'est développée, en réalité, il y a une loi qui est peu connue, ou volontairement peu connue, qui est qu'une association qui a plus de 72 000 euros de chiffre d'affaires, donc on parle de chiffre d'affaires, c'est pas d'excédent, de chiffre d'affaires, doit passer en gros assujetti TVA, impôt sur les bénéfices, etc., comme une société. Et des avocats conseils du CDOS, du mouvement olympique, nous ont dit le mieux c'est de faire comme les clubs de foot, c'est-à-dire vous divisez, vous créez une SAS, une société qui va gérer l'événement, et l'association elle garde sa vie d'association classique. Et c'est ce qu'on a fait. Et de président de l'association, donc les adhérents ont dit oui, prends la présidence de la société. On change de président d'association. Donc c'était Wilfried qui avait pris la présidence de l'association. Et en créant cette société, j'ai appelé mon pote de Laurent du Sud, qui m'avait embauché à l'époque, en lui disant tu viens dans la société parce que tout seul je vais pas y arriver, etc. Et donc, on a créé la société Maxi Event, comme ça. Et l'association, elle existe toujours, DSN 74 existe toujours, elle vit sa vie d'association, etc. Elle intervient sur la Maxi Race, etc. Et la société a d'abord juste servi, entre guillemets, de boîte aux lettres fiscale, etc. pour le lancement de la Maxi Race, pour gérer cet aspect. Mais en ayant une société, en payant plein de taxes, d'impôts, de trucs, de machin, d'assurance, parce que l'assurance, elle est bien plus chère que pour l'assaut, etc. On s'est dit, il va falloir le développer, et on a développé la société dans d'autres domaines, séminaires d'entreprise, développement à l'international, du conseil, etc. Et on a embauché des gens. Du coup, on a aussi fait ce qu'on aime bien, c'est-à-dire former des jeunes. Un stagiaire qu'on embauche derrière, qu'on lui fait découvrir, prendre des responsabilités, gérer des choses. Et après, arrivé à un moment donné, on peut pas augmenter les salaires jusqu'à des milliards parce que je t'expliquerai le concept aussi de la Maxi Race et tu comprendras après. Et du coup, ces gens-là, généralement, vont après travailler dans des structures bien plus importantes. Je pense à Romain, il est co-directeur dans la station DG sur les événements internationaux DG, quoi. Donc, il est allé, voilà. Et il est passé par nous pour être formé, et puis après, il est allé... T'es un catalyseur pour un vivier un centre de formation. Ouais. Alors, c'est pas moi, c'est l'équipe Maxi Race qui a cet ADN. Là, à très court terme, Patricia, qui était stagiaire l'année dernière, 6 mois, a été embauchée à mi-temps et elle passe à plein temps. Donc, on est toujours dans cet ADN et dans cette volonté de prendre des jeunes, de les former et après ou ils arrivent à rester avec nous et ça leur satisfait les salaires qu'on peut sortir, ou ça leur satisfait pas mais ils vont se développer ailleurs. Et puis, et puis ça bénéficiera à un moment à la Maxi Race parce que t'as toujours des contacts avec ces jeunes qui deviennent moins jeunes. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais c'est pas, on n'a pas une vision à aussi long terme de dire tiens on aura comme ça des gens qu'on connaît à droite à gauche et non on fait pas de la politique. Intéressant. Alors tu viens sur cette question de vision. Aujourd'hui, on connaît tous le succès de la Maxi Race. Est-ce que tu peux juste pour ceux et celles qui connaissent ça de loin, nous donner un petit aperçu des athlètes qui ont pu passer sur la Maxi Race? Je vais te dire non. Là, ça va surprendre et peut-être beaucoup de gens. Alors oui, je vais pouvoir sortir 2-3 noms, mais j'en oublierai plein. En fait, je me suis toujours positionné dans l'organisation de la Maxi Race à penser en fait aux 7000 coureurs. Je me suis jamais focalisé à penser à ceux de devant.
Donc mon cerveau, il a jamais été entre guillemets programmé pour se rappeler de qui a gagné ou qui est passé ou etc. Donc oui, il y a eu plein de noms, des Espagnols, des Italiens, des Américains, des François Daen, etc. Mais je vais pas m'amuser à citer des noms, j'en oublierai. Ok. Voilà. Il y a 2-3 copains, il y a Ludo Pombray qui est venu, voilà, il y a Sébastien Speller qui a fait une interview il y a pas très longtemps, ou qui va passer sur une interview bientôt, mais qui a été enregistrée. Mais voilà, il y a voilà, mais je vais pas m'amuser à essayer de sortir les noms. Mais ça surprend toujours, même sur pas mal d'interviews où je dis non, c'est pas moi qui gère ça, posez la question à un autre. Lui, il gère justement tout ce qui est statistique, tout ce qui est élite, etc. L'ADN de la Maxi Race, pour revenir là-dessus, quand on l'a créé, donc en 2011, on a déjà pensé à une partie un petit peu éco. Oui. C'était pas la mode, hein. Donc maintenant c'est la mode. Avant c'était pas la mode. Donc avec de la rubalise en tissu qu'on réutilise encore maintenant, avec des rampes d'eau pour ne diminuer le nombre de bouteilles. Ok, Voilà, ouais, éviter le plastique. Voilà, des choses basiques. Donc beaucoup de choses comme ça qu'on a déjà pensé au début. Il y avait une autre ADN, c'était on l'utilise un peu moins par des coureurs pour des coureurs. Alors on l'utilise moins parce qu'on est un peu moins coureurs, on est un peu plus vieux, donc voilà, donc on n'ose plus trop le dire, par des coureurs pour des coureurs, mais c'était vraiment le cas à l'époque. Et impliqué mais pas parfait. C'est-à-dire que oui, on peut pas être parfait. Et jamais, et voilà. Et on le dira jamais parce que c'est faux, c'est juste impossible. Et le troisième, ça fait 3 déjà, donc le 4e point, c'était que l'argent des inscriptions des coureurs soit complètement dépensé dans la course. Tout ce qui est fonctionnement masse salariale, Oui. ça vient du monde des partenariats privés. D'accord, donc tu as déjà une répartition des budgets qui se fait automatiquement. Voilà, les dossards vont servir à purement la course, ce qui se passe pendant la course, voilà, ou ce qui est du domaine de la logistique. C'est ça, il y a la communication, parce qu'il faut faire des photos, des films, des trucs, des machins. Mais voilà, c'est vraiment la bulle, elle est faite comme ça. Et dès le début, on est parti là-dessus. Tant qu'on peut, on le maintient. Alors il faut effectivement augmenter les prix petit à petit, le coût de la vie augmente. On n'a pas encore assez augmenté pour être clair. Non mais on se fait encore avoir. Donc on est toujours en retard d'un cycle dans les augmentations. Là on est en train de le voir avec les premiers devis qui tombent. On pensait que ça allait moins continuer à augmenter, mais ça continue à augmenter les chiffres et c'est compliqué. Mais pour autant, alors ce que tu as évoqué, c'est que la vision, ce qui se passe actuellement, la répartition des budgets, elle était claire du départ. Donc cette vision-là t'a amené à l'équilibre que tu trouves aujourd'hui, l'équilibre et puis finalement aussi le succès que peut rencontrer la Maxi Race. Dans la vision, je pense que tu avais peut-être déjà une vision assez définie, assez claire de là où tu voulais être. Alors oui, on avait une vision assez définie, assez claire. Malgré tout, au milieu, il y a eu le Covid. Bien sûr. Alors, il a foutu un peu le bordel, ce truc-là, quand même. Hein. Excusez-moi du mot. En fait, le Covid, pour rien cacher, a créé un énorme déficit. Énorme. Qu'il va falloir qu'on récupère sur 3-4 ans. Voilà. Alors, on essaye de pas piocher, pareil, dans les inscriptions pour ça. D'accord. Mais il se peut que certaines années on soit obligé de piocher dedans parce que c'est quand même très très compliqué à ce niveau-là. Ça reste une entreprise avec une entreprise ou un fonctionnement type entreprise avec un budget respecté, potentiellement des emprunts ou des je sais pas si tu fais appel à l'emprunt ou à la dette pour financer le développement, mais voilà, il y a un point d'équilibre à trouver et il faut en avoir conscience quand on se lance sur des aventures de ce type. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et l'emprunt, c'est simplement le prêt de l'État, le PEG que tout le monde a entendu parler pour passer les 3 années de Covid. Hein. Voilà. Et en plus, on a pris une décision qui est
qui a été prise avant le Covid. Donc on n'a pas voulu revenir en arrière. Pour rappeler sur l'évolution de la Maxi Race, on était à 10 000 participants en 2019. Et on s'était rendu compte que c'était un petit peu trop pour plein de raisons différentes. Au niveau de l'accueil, sur l'espace, comme je disais tout à l'heure, pour les enfants, mais c'est pareil pour les adultes. D'un côté, on a le lac et d'un côté, on a une route et on a un certain espace. Et tant qu'on n'arrive pas à saturation, on connaît pas la saturation. Et en 2019, on a trouvé qu'il y avait trop de personnes là-dessus. Après, c'est d'autres petites fibres un petit peu éco-responsables, écolo, etc., qu'on monte de moins en moins parce que la Maxi Race, quand il y a un truc où tout le monde en parle et tout le monde en fait, nous on n'en parle plus et on fait autre chose. On continue à le faire, mais on parle et on développe autre chose. Donc on parle un peu moins d'écolo ou de ce qu'on met en place, mais on le fait toujours, mais on n'en parle pas, on le médiatise moins. Et du coup, on s'est dit, comment réduire l'impact carbone, c'est entre autres faire venir moins de personnes. Donc ça a été plusieurs paramètres qui ont fait que de 10 000 personnes, on s'est dit on fixera 7 000 maximum. Un bilan carbone, tu en as fait un, par exemple, sur un événement de ce type? Non, on l'a jamais fait. Alors plusieurs personnes m'ont demandé de le faire, je l'ai jamais fait. Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Le bilan carbone, c'est où on le fait vraiment correctement. C'est-à-dire que la paire de lunettes là, il faut déterminer son bilan carbone pour pouvoir le mettre dedans. Ce qui est pas évident, généralement c'est à peu près ça, à peu près ceci, à peu près cela. Et puis la tranche de jambon qu'on achète, on n'aura jamais le bilan carbone exact, etc., etc. Donc, où on le fait partiellement, ce que la majorité des structures font, ou se concentre sur le bilan carbone du déplacement des gens. Voilà. Mais il n'est pas total. Et deuxièmement, c'est t'en fais quoi de ton bilan carbone? Tu vas avoir des voyants en rouge, donc on sait sans le faire. Ton bilan carbone, c'est le déplacement des gens. Oui, finalement, peut-être que d'une course à une autre, c'est sensiblement les mêmes aspects. Donc, tu as les grandes masses, et puis après, tu peux travailler par masse en te disant, voilà, quelle action on peut mettre en place pour réduire ce poste qui semble évident à réduire. Voilà, c'est ça. Et donc, on s'est penché avec différentes structures du bassin annécien sur certains points particuliers. On dit beaucoup qu'il faut ou arrêter le low finisher et planter des arbres, mais on a fait des statistiques, en fait, personne n'en veut, en réalité, hein, quand les gens votent. C'est pas positif, donc il faut quand même rester sur satisfaire un peu le coureur, même si des fois faut lui imposer certaines choses. C'est ce qu'on a fait dans d'autres domaines et j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais on s'est aussi regardé sur le lot finisher. Bon, ils veulent quoi? Mine de rien, ils veulent encore des vestes, des t-shirts, des trucs comme ça. Alors comment on les fabrique? Où c'est qu'on les fabrique? Donc on est allé pousser le bouchon un petit peu là-dessus et on s'est rendu compte que un t-shirt produit je vais dire au Portugal, pour parler de l'Europe, parce qu'on a analysé le Portugal et un pays d'Europe centrale, en fait, avait un indice carbone qui pouvait être supérieur à celui qui venait d'Asie, suivant le pays d'Asie. Pour 50 raisons. Le début de la fibre vient quand même d'Asie. Elle est amenée, elle est construite, elle est transformée, et après du Portugal, ça vient en camion. Mais si il vient d'Asie en bateau, en truc, en machin, le bilan il peut être quand même plus bas. D'accord. Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on a analysées. Après on va me dire oui, t'as qu'à fabriquer en France, maintenant ça existe, etc. Oui, ça existe. Alors j'augmente l'inscription de 20%. Le dossard, ouais, voilà, donc il y a des réflexions à avoir là-dessus. Et sur le plan du coup écolo, il y a des choses qu'on a essayé, on a fait marche arrière parce que ça fonctionne pas en réalité, c'est de la com mais ça fonctionne pas. Il y a des choses où c'est pas encore très bien flagrant, donc peut-être dans quelques années. Et puis il y a des choses qu'on a maintenues et encore poussées en avant pour essayer d'être dans cette démarche. C'est un principe finalement de ce qu'on appelle l'éconologie, où tu fais une balance ou un point d'équilibre entre l'écologie d'un côté et la notion d'économie, parce que
que la course perdure, il y a bien sûr cet aspect-là. Oui, et sur l'écologie qui sert à quelque chose. Il faut pas faire une action qui en fait sert seulement de communication. Ouais. Voilà. Et j'ai tendance à dire que depuis 5 ans, il y a beaucoup de focus sur la partie écologie, où il y a des organisateurs, ils annoncent des trucs, ouais, c'est chouette sur le papier, en réalité sur le terrain, ça sert, je vais pas dire à rien, mais pas à grand chose. Et c'est de la communication. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est retiré depuis 2 ans de la communication autour de tout ce qu'on faisait sur la partie éco, et que on s'est concentré sur autre chose. C'est trop venu dans le monde de la communication. On peut pas parler de quoi que ce soit ou faire quelque interview que ce soit sans parler d'écologie. Et il y a d'autres choses énormément plus importantes sur l'événement sportif. Déjà, à quoi sert un événement sportif? À sa base, c'est que les gens qui sont inscrits vont pratiquer pendant des mois du sport. Sport santé. On est sur la notion sport santé, effectivement. Voilà, c'est quand même la base. Donc tu as un impact de fait sur un impact positif. Mais oui, et puis c'est la base. Pourquoi on organise un événement sportif? C'est pour que tous ces gens-là pratiquent durant plusieurs mois, plusieurs semaines suivant la distance. Et c'est ça. Après, la deuxième truc, c'est l'aspect touristique sur site. Bon, ok, Annecy, beaucoup de tourisme, il y a peut-être pas besoin d'événements sportifs, ça dépend les gens qu'on écoute. Donc il faut les raisonner, il faut pas en faire 50 et etc. C'est sûr. Et voilà. Mais il y a quand même cette base-là, et nous, on reparle aux coureurs de leur santé. On est sur des opérations de communication en ce moment sur pourquoi ça sert, à quoi ça sert d'aller voir un médecin régulièrement quand on est sportif, parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre corps quand on fait des efforts, etc. Donc, on repart sur ces bases-là du sport santé, et on remet des focus de communication là-dessus, plus que sur la partie éco. Aujourd'hui, vous êtes staffé comment? Vous êtes une équipe de combien de personnes? Voilà, ça dépend. Alors, géométrie variable. Alors, sans compter les bénévoles, alors de mémoire, je crois que, de ce que j'ai vu, vous êtes à peu près 500 bénévoles sur une course comme la Maxi. Tu vas me confirmer ou m'infirmer ces chiffres? Ah non, mais t'es pas loin. Alors, on est sur un staff principal d'organisation tout le long de l'année, où il y a la partie de gens qui sont salariés. Alors il y a du temps partiel, du plein temps, et on va dire des prestataires, mais qui gravitent tout le long de l'année. Donc quand tu mélanges un peu tout ça, ça fait 7 personnes. Okay. D'accord, mais c'est pas 7 plein temps, hein, soyons clairs. Donc ça. Après, tu as une vingtaine de chefs, alors chefs de section, parce que le parcours est divisé en plusieurs bouts, ouais. Ou chef de ravitaillement, ou chef de dossard, ou chef de ceci et de cela. Donc une vingtaine de personnes qui viennent principalement d'associations basées sur le bassin annécien, pour certains. Maintenant, il y a certains, ils sont plus dans ces associations, mais ils restent avec nous. Et derrière, tu as donc une quinzaine d'associations qui, par le fait de venir nous aider, participer pendant 3-4 jours à l'événement, permettent de repartir avec une petite somme d'argent qui peuvent tourner toute l'année. Donc la Maxi alimente des prestataires, des associations également de par son activité. Voilà, alors les associations qui sont au nombre d'une quinzaine, c'est à peu près 30 000 euros d'argent qu'ils récupèrent et qui se répartissent. Ouais. C'est calculé sur le nombre de personnes, de volontaires qui mettent à disposition et le nombre d'heures qu'ils font, hein, c'est proportionné comme ça. Et c'est culturel, des structures culturelles, humanitaires, sportives, jeunes, vieux, voilà. Et donc on répartit comme ça, et c'est ce qui fait la grande base des 500 personnes dont tu as parlé. Donc là, on tombe à peu près à, je crois, à 200-250 personnes qui gravitent dans ce monde-là. Après, tu as
La masse, c'est 500, comme tu disais, mais ça dépend un peu des années. Des fois, c'est 450, des fois, c'est 600. Je te disais que on n'avait plus l'Ultra Race. Donc ça fait économiser 60 personnes à peu près. Mais dès qu'il va être réactivé, donc ils seront de nouveau là, etc. Et en plus de ça, tu as toute la bulle secours des secouristes. Si on prend que la Croix-Rouge, il y a plusieurs structures. Il y a 5 structures différentes. La Croix-Rouge, l'UDPS, les secours en montagne, des guides, j'en ai oublié une, ils vont me faire la boude s'ils écoutent, bon, peu importe. Donc, juste la Croix-Rouge, c'est 120 à 150 personnes de secouristes. Ah oui. Au total, on n'est pas loin des 180 personnes que dans la bulle secouriste. C'est juste fou comment tu coordonnes ce petit monde. Alors, moi je le fais pas. Je sous-traite. Ça c'est Patrick. Non mais je peux pas tout faire. Donc c'est Patrick qui est chez nous là. Alors on a plein de Patrick, on en a 3 en réalité, et qui gère toute la bulle parcours, autorisation préfectorale, secours, etc. Voilà. Et après on a un PC course. Okay. Où dedans il y a 6-7 personnes, PC course partie secours, hein, parce qu'après on a le PC pour les abandons, les véhicules, voilà, les bus. Et donc après c'est géré par le PC course, Marie qui est la tête du PC course, qui gère ça, toc qui coordonne, la Croix-Rouge coordonne aussi, les secouristes, en fait chaque groupe de secouristes, on a des balises GPS, on les suit sur un écran, donc on sait où sont tous nos secouristes, où sont les ambulances, il y a une vingtaine d'ambulances qui gravitent autour aussi, voilà, on sait où c'est qu'il y a tout ce staff là. Par rapport à quand on doit déclencher un secours, le secours est à tel endroit, les secouristes les plus proches, ils sont là, les médecins les plus proches, c'est là, parce qu'en fait, il y a des règles, hein, il y a 30 minutes pour intervenir sur un secours maximum. Quand on a l'information, il faut que 30 minutes après, on ait envoyé sur place les secouristes, le médecin urgentiste, etc. C'est vrai que c'est des notions qu'on n'a pas forcément quand on est coureur. Ouais, et c'est pour ça que c'est difficile de comparer, par exemple, le prix au kilomètre. Tout le monde parle de prix au kilomètre. Moi, je préfère de parler en prix au kilomètre effort. Kilomètre effort, tu sais, c'est la distance et le dénivelé, le ratio. Pourquoi ? Parce que juste la partie secours, quand tu as une montagne, tu peux pas avoir un médecin au pied de la montagne. Il va pas faire tous tes 10 km. Tu vas voir ton médecin et tes secouristes en haut de ta montagne pour descendre d'un côté ou de l'autre. Mais si tu as plein de buts, et il va pas faire toutes les buts en 30 minutes, le gars. Et il va pas courir avec son sac de secours. Tu recrutes que des sportifs. Alors, si tu le dis, mais c'est quasiment vrai, dans le sens où tous les gens qui sont en montagne sont des secours montagne, des guides, et les médecins sont des médecins qui sont dans les services de secours en montagne médicale d'ici, les urgences montagne du bassin, là, qui font par exemple des gardes hélico, etc. Ils ont des critères sportifs à avoir, ces médecins. Okay. Donc ils sont là. Après, quand tu es dans la plaine, au niveau des ravitaillements de base, tu peux avoir des secouristes qui n'ont pas de spécificité sportive, ou des médecins, ou des infirmiers, etc. Tu vois, donc ça dépend où ils sont placés. Et donc sur une maxi race, vu que les gens disent ça, la maxi race, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, il n'y a pas de plat. Ben en fait, on a des médecins tout le long. Et par exemple, il y a des moments où on a 9 médecins en même temps sur le parcours. Donc 9 médecins urgentistes spécialisés montagne, accompagnés certains d'infirmiers suivant les postes, et de secouristes qui peuvent évacuer par la voie pédestre, parce qu'on n'a pas de voiture qui monte là-haut. Donc il peut avoir, le cas échéant, un déclenchement de secours héliporté.
Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a du brouillard. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des nuages, qu'il y ait des orages, qu'il y ait souvent du beau temps. Il y a beau temps à la matière. Oui, je confirme, bien là. Mais en fait, on crée les secours comme s'il n'y avait pas d'hélicoptère. Il faut partir du pire. Et puis, s'il y a s'il y a besoin d'hélico et qu'il fait beau, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Et l'hélico, c'est s'il est dispo aussi, parce que c'est l'hélico de la sécurité civile. Donc, c'est l'hélico public. Donc s'il est sur d'autres secours, faut qu'on se débrouille. Ouais. Donc on aurait pu prendre un prestataire hélicoptère privé, et ça veut dire que on va générer des vols de toute façon parce qu'on le paye, donc on va l'utiliser, et donc ça on voulait pas. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que pour comparer en fait le prix de course à droite à gauche en France, si on prend un marathon sur route, j'exagère, mais c'est une moto, hein. Le médecin il est sur la moto, il suit les gens et c'est réglé, quoi. Tu vois, il y a beau avoir 10 000 participants, ils ont 3 motos et c'est réglé. Mais donc voilà, kilomètre effort, ça parle un peu plus pour comparer, parce que déjà sur le poste là, il y a une grosse différence. Donc il y aurait peut-être une formule mathématique presque pour le coureur, hein, parce que tu évoquais le prix kilomètre. Ça c'est une notion que les coureurs maintenant c'est très à la mode de dire ok, je sais pas quelle est la moyenne en tête, admettons 1 kilomètre 1 euro. Je suis peut-être très loin de la réalité, mais voilà, ça peut être une façon de penser du coureur. Pour autant, il y a cette réalité derrière, et peut-être que la formule, effectivement, serait plus intéressante de la calculer de cette façon. Alors, tu as tellement de paramètres que c'est difficile. Mais en résumé, 1 euro le kilomètre, c'était plutôt les années 2010. Oui, voilà. Je suis loin. On a eu de l'inflation, 2023 on connaît. Donc effectivement, ça reste toujours dans la tête des coureurs. À l'heure actuelle, on le voit sur les réseaux sociaux, parle encore d'1 euro le kilomètre. Faudrait déjà peut-être passer à 1 euro le kilomètre effort dans la tête des gens. Et puis après, derrière, il y a un autre paramètre qui est que c'est bête, hein, mais arriver à une certaine notoriété de course, les coureurs veulent une prestation différente. Et prestation différente, c'est ce que je disais un peu en intro, ils veulent quand même une veste à l'arrivée. La veste, elle coûte pas 1 euro, quoi. Donc c'est un peu difficile. C'est vrai que t'es sans doute attendu sur la qualité de la course, de l'organisation, du balisage, des secours, de la logistique, des ravitaillements, plus que d'autres courses qui sont pas du tout sur les mêmes formats, sur les mêmes la même, j'allais dire, qualité de prestat. Ah mais c'est clairement ça, parce que comme je disais, on aide d'autres organisateurs sur des courses plus petites, etc. Donc on sait ce qu'on propose sur des ravitaillements et autres, sur d'autres courses où les gens ils sont super contents. Et quand ils viennent à la Maxi où il y a 10 fois plus de trucs proposés, on nous dit c'était nul les ravitaux. Donc ça on en est conscience. Après on écoute toujours un peu les retours pour savoir si vraiment il y a eu des loupés, parce que ça peut arriver, on s'est loupé cette année. Alors on essaye de diminuer tout ce qui est cola. Ouais. Parce qu'en fait c'est juste pourri quand tu cours, parce que tu bouffes tellement de sucre que tu te crées des hippos derrière. Donc si tu commences à boire du coca ou du cola, on va dire cola pour pas faire de marque, de pub, t'es obligé d'en boire tout le temps, toutes les 10 minutes, parce que autrement tu te crées des pics d'hypoglycémie et en fait tu finis pas, quoi. Donc voilà. Donc on essaie de diminuer ça, malgré tout on est obligé un peu d'en laisser, parce que voilà, on essaye de passer à la limonade. Déjà c'est un petit peu différent. Et même si ça reste du sucre, mais voilà. Mais malgré tout, on s'est retrouvé sur le ravitaillement de Doussard où boum, il y avait eu un problème dans notre logistique de livraison. Okay. Il y a une palette qui est arrivée sur un autre ravitaillement et pas à Doussard. Du coup, ils ont passé la palette, ils se sont tournés et là ils disent putain, elle est où la deuxième? Oh merde, il n'y en a plus. Mais tu vois, ça quand on est coureur de trail, moi je l'accepte et je me dis, il y a une difficulté. C'est une difficulté que tous les coureurs vont connaître à ce moment-là. Si t'es en attente de coca à ce moment-là, c'est la même pour tous.
Ouais, mais bon, ça veut dire qu'il y a une partie des coureurs, ils sont arrivés, il y avait rien. Donc c'est l'image qu'ils vont garder. Donc le temps qu'on aille au supermarché du coin, ramener des caisses, voilà, il y a eu 50 personnes ou 80, mais dans la tête de ces gens-là, ils vont dire c'était nul, il y avait pas. Alors que oui, il y a pas eu à ce moment-là. Après, des fois, on a eu des problèmes avec des pizzas, on a eu des problèmes avec des salades de pâtes, tu vois. Donc, c'est déjà qu'il y a de la pizza sur la Maxi Race, c'est bon à savoir. Non, mais alors, pas sur tous les ravitaillements, mais oui, il y a de la pizza, il y a des salades de pâtes chaudes, des fois il y a des vermicelles, soupe, etc. Il y a du fromage, c'est que du fromage parlons au fromage. On est au pays du fromage. C'est la France, le pays du fromage. Hein. Mais ouais, non, les coureurs, ils vont traverser pas mal d'alpages. Il n'y a pas les vaches à cette période-là. Ils montent en fait le week-end d'après, donc ça joue à pas grand-chose. Donc, mais ils vont traverser les endroits où les vaches ont fait le lait. Et on va acheter le fromage dans ces alpages. C'est-à-dire qu'au ravitaillement d'après, ils ont le fromage de l'endroit où ils ont couru. Du territoire qu'ils ont traversé. Voilà. Donc on essaye de différencier 2 ou 3 sortes de fromage suivant les années pour qu'il y ait des goûts différents. L'atome, le reblochon. Le reblochon est tellement monté cher maintenant que on ne sait pas trop comment on va faire, mais on est en train d'y réfléchir. Alors voilà. Mais voilà, on essaye aussi ça. C'est dans l'ADN de la course finalement. Depuis 2011, donc c'est pas maintenant qu'on a décidé, parce que beaucoup de gens en parlent, d'acheter dans le terroir. Quoi. Ouais, c'est pas une mode, c'est dans l'ADN, dans la vision que tu as amenée. Voilà. Le jambon aussi, on travaille en local. Alors c'est plus compliqué le jambon si tu suis vraiment le cursus, parce que le porcinet il est pas né ici, hein. Voilà, ça circule quand même, mais ça a été traité ici, coupé ici, tranché ici, etc. Et puis on fournit de la charcuterie qui est d'ici, quoi. Toi qui a démarré cette maxi en 2011, aujourd'hui on se parle, on est en 2024, les profils de coureurs, ils ont beaucoup évolué. Oui, ça a évolué. Alors le profil, l'attente et le service demandé. Tu vois à quoi ça ressemble une poire? Jusqu'à là, je vois. Et c'est le schéma en fait du niveau des coureurs. Tu vois, donc. Alors, tu vas m'expliquer. Voilà. Si tu prends le haut, il y a très peu de gens qui ont un haut niveau. Okay. Et puis après, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui ont à peu près le même niveau, et ça se resserre en bas des gens qui ont vraiment pas de niveau. Et en fait, cette poire, on va dire, elle était mal foutue au début. Elle était fine en haut, ça grossissait, c'était fin en bas pendant longtemps. Et là, elle s'est écrasée, elle ressemble vraiment à une poire. C'est-à-dire que le niveau global des gens a diminué. Malgré tout, en haut, ça a augmenté. Donc ça s'est affiné sur tout le haut, et la base s'est grossie. Donc ça veut quand même dire que tu arrives à traduire visuellement un niveau de coureur. Donc tu dois avoir quand même beaucoup de métriques, beaucoup de data pour arriver à transformer cette information visuellement. Oui, parce que si tu remontes dans le souvenir, en 2019, on s'est fait avoir. En 2019, il y a eu des bouchons sur une course durant la Maxi Race. Alors, il y a eu plein de phénomènes différents, mais il y en a des pannes électriques, de la boue, du truc, du machin. Tout ça, on avait plus ou moins anticipé. Il y en a un qu'on n'avait jamais regardé. C'était en fait, quand les coureurs s'inscrivaient, leur niveau réel et la quantité. Et ça, on l'a analysé depuis. Cette année, il y a une course, je ne vais pas dire le nom de la course, où il y a à peu près 800 personnes qui ont un indice de performance quasiment égal. Il y a 50 points d'écart. Je prends un exemple. Si tu as 300 Kilian Jornet, tu vas avoir un bouchon. Et ils arrivent tous au même moment, au même endroit. Et dès qu'il y a un rétrécissement,
ça va pétouiller. Maintenant, on analyse justement ce niveau de tous les coureurs. C'est comme ça que je te parle de la poire. Et là, tu as 800 personnes qui ont à peu près le même niveau. C'est pas une histoire de quantité sur ton départ de course. C'est une histoire de, si tout le monde avait des niveaux différents, c'est fluide. Ouais, d'accord. Tu vois? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on prend ces 800 personnes et on les saucissonne en 3 départs différents. On a des vagues. On a toujours eu des vagues, voilà, plus ou moins écartées. Et là, alors les coureurs, ils ont l'info, je sais plus, c'est en mars, je crois, un truc comme ça, mais nous, on y travaille déjà. D'un côté, on a la chance d'avoir été plein en 30 minutes. Donc, c'est la rançon du succès. mais c'est aussi ça qui nous permet d'avoir le temps d'analyser ce type de données. Et du coup, on va les saucissonner. On leur fait 3 départs, séparés de 10 minutes, qui permet en fait d'étaler artificiellement ce groupe. Voilà. Pour éviter les bouchons sur certains passages. Alors, je dis jamais pour éviter les bouchons, pour minimiser le fait qu'il y en ait. Je suis d'accord. Il y a tellement de paramètres qu'il peut en avoir. Il y en a, beaucoup de courses ont des ralentissements, des bouchons, ça a lieu, je vais pas citer les courses, mais ça a lieu de partout parce que tu as quand même des paramètres, des phénomènes que des fois que tu maîtrises pas. Ouais, tu essayes de tout anticiper, mais il y en a certaines, des fois, tu peux pas. Quelles sont les autres données que tu peux computer, analyser et qui t'intéressent? Tu me poses une colle. J'adore quand c'est comme ça. J'adore poser les bonnes questions. Non, parce que en fait, je pourrais dire ce devant, le niveau de devant, mais c'est vu que je me focalise pas là-dessus. C'est pas trop ta partie. Tu as des sous-traitants. Tu vois, ouais, j'ai des sous-traitants, mais c'est vraiment cette masse. La masse des gens. Faut que la masse des gens puisse se faire plaisir. Ceux de devant, ils trouveront toujours quelque chose à se faire plaisir. Ceux de derrière, ils n'ont pas eu de chance cette année parce qu'ils se sont pas bien entraînés, ils ont été malades, ils ont eu des indigestions, ils sont blessés, ils abandonnent. C'est comme ça. Ils vont être tristes, tu peux rien y faire. Il y a même une année, on a fait un t-shirt, j'ai pas fini, je reviendrai, truc machin. Bon. Ça n'a pas changé la face du monde. Voilà. Donc, faut se canaliser sur cette masse au milieu. Et cette masse, tu vois, c'est là où voilà, j'ai les données, les stats, parce que j'approfondis ce sujet-là pour vraiment que ça se passe bien. Okay. C'est plutôt un travail sur la masse pour faire plaisir au maximum de coureurs sur tes courses. C'est ça, voilà. Ok. On revient un tout petit peu au début de l'aventure. Le noyau dur, comment il se constitue et comment il s'étoffe petit à petit? Le noyau dur, c'était des jobards. Alors, si tu te rappelles, l'historique, c'est qu'on était plutôt une association qui faisait des raids multisports, des raids d'aventure. En fait, rien nous faisait peur. Je veux dire, on organise un truc là qui fait le tour du lac, on va passer 48 heures sans dormir, pas de problème, on fait ça 3 fois dans l'année pendant 5 jours. Donc le noyau dur, c'était ça. Et 80%, 90% des gens étaient du terroir. Donc ouais, on va prendre ce chemin, ce truc, ce machin, voilà. Donc c'est parti comme ça, quoi. Tu vois, en essayant de trouver les plus beaux chemins, les plus beaux, voilà. Petit à petit, ça a évolué parce que on va plus chercher le plus beau chemin, on va chercher le chemin qui va se détériorer le moins possible. T'as quand même 2000 personnes jour ou 3000 suivant la journée qui passent sur ces chemins, donc faut y penser. S'il pleut, il y a de la boue, etc. Donc on va évoluer à ce niveau-là. Et après, l'équipe s'est un petit peu transformée en des gens qui étaient beaucoup plus à esprit trail que à esprit raid multisport. Okay. Voilà. Et voilà, ça s'est plutôt transformé comme ça.
Et puis c'est les aléas de la vie qui fait que il y en a un qui déménage, l'autre qui, tu vois, voilà, c'est un peu ça. Et là, tu vois, je parlais de relancer l'Ultra Race. Donc il y a 2 personnes qui sont sur cette réflexion-là, qui sont des ultra racers, on va dire, tu vois, des gars qui font de l'ultra distance, qui font des grandes distances et du terroir. Voilà, du terroir. Et trouver justement un truc qui différencie un petit peu de ce qu'on peut voir actuellement. On va pas révolutionner, hein. Le trail c'est courir sur des chemins et faire une certaine distance. Ouais, mais t'as toujours cette, je pense, cette envie de se renouveler d'une part, et puis t'as aussi faire revenir les gens et les surprendre un petit peu avec des choses qui pimentent l'aventure. Qui pimente ou qui facilite l'aventure. Okay. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur un concept de... je peux pas t'en parler. Ok, bah, ça sera dévoilé sur la de 2024 ? En théorie, ça sera juin 2024, l'information. Ok, super. Voilà. Écoute, on va patienter. Aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ta vision à 5, 10 ans, ou votre vision, parce que tu n'es plus tout seul dans l'aventure, comment vous voyez les choses, l'évolution du format, des courses, des distances, de cette maxi race? J'ai pas de vision et on l'a pas à 10 ans. Voilà, on fonctionne sur des visions, on va dire à 3 ans plutôt. Là, on est focus sur des championnats d'Europe. Derrière, relancer l'Ultra Race avec quelques petites spécificités dedans et le consolider en année 3. Donc on est plutôt là-dessus que des visions à beaucoup plus long terme. Et encore plus depuis le Covid, parce que se projeter à 10 ans, je pense que tu peux plus dans le domaine du sport outdoor. Quand tu crées une voiture, peut-être que c'est plus facile dans l'industrie, mais sur le sport outdoor, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux avoir tellement d'aléas que c'est plus compliqué à se projeter à aussi long terme. La stratégie de développement à l'international, tu peux nous en parler un petit peu ? C'est parti en 2014, donc sur l'international, où il y a eu cette relation franco-chinoise qui s'est créée. Et Monsieur Bernard Accoyer, qui avait des très bonnes relations avec la Chine, parce qu'à l'époque, je crois de Sarkozy, du président Sarkozy, c'est lui qui gérait toutes les relations avec la Chine. C'était son voilà. Et donc il nous a amenés en Chine, nous faire découvrir la Chine. Alors j'y étais allé en marchant en arrière, hein. J'avais vraiment pas envie. J'ai même fait des cauchemars comme quoi j'avais des flics qui me couraient derrière avec des bâtons, hein. Mais en réalité c'est pas du tout comme ça la Chine. C'est plutôt super accueillant. Et on a créé sur Yangshuo la première maxi race à l'étranger. Yangshuo qui est une ville jumelée avec Annecy-le-Vieux, donc Annecy maintenant. Et c'est parti comme ça. Puis par la suite, il y a eu dans d'autres pays, en fait, des gens qui nous ont contactés, des gens qu'on connaissait. Il y a eu l'Équateur à l'époque. Maintenant, l'Équateur est en difficulté très compliqué là-bas. Les narcotrafiquants, les trucs, les machins. Mais avant, c'était un pays, c'était vraiment formidable. J'ai même peut-être rêvé à aller y habiter, quoi. Et c'était la deuxième maxi race internationale, je crois que c'était là-bas. Après, il y a eu ailleurs, mais l'idée était toujours de proposer en fait des destinations et des organisateurs qui avaient leur ADN et où le coureur allait vivre une expérience particulière. Pas du tout sur le format Maxi Race France. Chaque Maxi Race a vraiment son ADN. Si vous allez en Sicile, au pied de l'Etna, aucun rapport avec la Maxi, hein, avec Annecy, hein. Vous arrivez, petit village, trois banderoles, 3 oriflammes, vous allez boire le café avec le directeur de course, si vous parlez italien, bien sûr. Et voilà quoi. Et l'Etna, vous allez en prendre plein la vue, ou
plein le nez s'il est en train de cracher, parce que ça va sentir le soufre. Mais voilà, après vous allez à Madère, Patricio, il est exceptionnel, le directeur. Il vous invite chez sa mère pour aller manger le bout de gras, quoi. Hein. C'est énorme. Cette relation, j'allais dire, cet esprit trail, j'ai l'impression qu'il est très présent ici à Annecy et finalement il est présent sur toute la planète. Alors déjà, je sais pas ce que c'est l'esprit trail. Tu sais pas ce que c'est? Non. Okay. Non, je sais pas ce que c'est. Je l'ai jamais su. Et je pense que personne peut en sortir une vraie définition. Malgré tout, moi je viens du sport outdoor. Et il y a l'esprit sport outdoor qui est, voilà, je vais découvrir quelque chose, je vais même faire plaisir quelque part et je vais découvrir le terroir, je vais découvrir les gens, etc. Plus l'événement est petit, plus c'est facile de le faire. Sur une Maxi Race France avec 7000 participants, c'est super compliqué. C'est sûr, tu peux pas retrouver la même chose que quand tu es dans c'est pas péjoratif, une course de village, parce que nos Maxi Race à Madère ou en Sicile, ce sont des courses de village, et tu vas retrouver des trucs que tu peux pas retrouver sur des mastodontes comme une Maxi Race France. Ouais, c'est d'autres types d'expériences. Voilà. Malgré tout, on a cet esprit, leur faire découvrir des choses. Mais c'est plus compliqué d'avoir cette approche humaine. Même si au fond de nous, on l'a, dès que quelqu'un a un problème, il nous le signale, on essaye de trouver une solution. Après, on est obligé de dire non à certaines personnes. Il y a 7000 personnes, on peut pas s'occuper de tout le monde et tenir la main à tout le monde, c'est difficile. Mais cette approche humaine, on l'a et on essaye de le conserver. Ça oui, voilà, tu vois. Ça, je pense que on l'aura compris, c'est très présent dans l'ADN. Et l'ADN, finalement, c'est les gens. C'est toi, c'est l'équipe qui est autour, qui l'impulsait et qui l'entretenait. Oui, c'est ça. Et puis c'est les coureurs. Faut pas les oublier quand même. Les coureurs, les bénévoles, ça fait partie, j'allais dire, de l'ambiance qui se dégage sur cette course. C'est ça, voilà. On essaye de trouver la meilleure alchimie pour tout ça. Si on pouvait t'aider sur une chose, une autre, si les personnes qui regardent peuvent apporter du soutien, aujourd'hui, qu'est-ce que de quoi est-ce que tu aurais besoin pour la Maxi Race, pour développer, entretenir cette course? Que vous contactiez la SNCF et vous leur demandez de faire un billet gratuit pour tous les gens qui viennent à la Maxi Race. Alors, on a essayé, mais je le dis sans rire, parce que c'est un point qu'on n'arrive pas à solutionner. C'est-à-dire qu'on aimerait que tous les gens viennent en train, et qu'après on s'occupe d'eux sur site. On avait essayé, celui qui vient en train, il a des cadeaux supplémentaires, il a une réduction, il a un truc, ça marche pas. C'est vrai que c'est compliqué pour la SNCF, je leur tire pas à boulet rouge dessus, mais c'est hyper cher. C'est hyper cher le train, donc les gens ils viennent tous en voiture, ça crée des problèmes de stationnement, donc des problèmes de voisinage, donc des problèmes, plein de problèmes quoi, de relations en local, etc. Donc c'est vraiment un point qui est important. Et le deuxième, c'est un peu crash, mais c'est ça, c'est que les coureurs disent à leurs accompagnants, quand ils les suivent sur le parcours, de pas faire pipi et caca chez les gens. Non, voilà. Ça arrive souvent. Là, ça fait 2 ans que c'est une catastrophe. Okay. Voilà. Mais c'est un changement d'état d'esprit ou c'est difficile à répondre. Ouais. Difficile à répondre, mais ça nous a fait halluciner quand même. Hein. Alors, quand on est informé en amont, on y va, on nettoie, on ramasse et voilà. Donc là, on va mettre des toilettes sèches à droite, à gauche, même sur le parcours, à des endroits où on sait que les gens, généralement, les accompagnateurs passent, mais c'est pas une solution, quoi. Mais nous aider, c'est ça. C'est trouver comment être beaucoup plus respectueux. Alors, le coureur, il est génial. 2011, on avait des sachets poubelles comme ça qu'on ramassait sur le parcours,
quand on ferme, on nettoie. Alors on nettoie les chemins avant, après, etc. Donc, voilà, j'en parle plus, mais c'est pareil, c'est dans l'ADN. Et les nombres de quantité de déchets a diminué. 2011, 1200 personnes. Maintenant, 7000. Et les quantités de déchets ont diminué. Donc le coureur, il est super. Là, il n'y a plus rien à dire. Il coupe pas à travers, il respecte le balisage. Parce qu'il y a eu aussi une grosse pédagogie, j'imagine, de la part des courses. Oui, et puis voilà, c'est rentré aussi dans l'esprit des gens. C'est pareil, je tire pas à boulet rouge sur les courses sur route parce que ça commence à être de mieux en mieux. Mais courses sur route, à l'époque, on prenait nos ravitaillements, on mangeait notre orange et on balançait comme ça. Et puis après, l'organisateur, il allait nettoyer. Et beaucoup sur les trails, c'était des gens qui venaient de la course sur route. Donc c'était mécaniquement... Même réflexe. Voilà, c'était des réflexes. Ou bien il y en a un qui faisait tomber le papier, l'autre derrière, il marchait dessus, il faisait pas attention. Maintenant, il le voit, il le ramasse, il le met dans sa poche, tant pis, c'est celui de devant qui a fait tomber, mais voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler sur justement les accompagnateurs. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'accompagnateur. Il veut voir et encourager son coureur à des endroits qui sont pas faisables. Se poser sur une route où il n'y a pas de parking pour voir quelqu'un, ça m'est arrivé, hein, parce que le directeur de course, des fois, il prend du temps pour faire ce que le volontaire de base, entre guillemets, fait. C'est-à-dire que je passe 1 heure à une intersection de route à faire jalonneur. Je passe 1 heure dans un ravitaillement. Je prends du temps, parce que ça permet aussi de voir les choses différemment. Donc Patrick, co-directeur en charge des parcours, le fait aussi, il est tout le temps sur le parcours. Et à un moment donné, je suis sur un endroit, jalonnage, traversée de route, une voiture s'arrête, la dame, elle sort. J'ai dit, vous faites quoi? Ah ben j'attends mon coureur. J'ai dit, mais vous êtes sur la route là? Elle dit, bah ouais. J'ai dit, mais vous faites ça dans la vie de tous les jours? Ah ben non, mais là c'est pour la course, je suis là. J'ai dit, non, mais vous êtes sur la route, vous pouvez pas. Et la dame, elle restait. C'était, voilà. Donc c'est pareil, on a changé le règlement. C'est-à-dire que dans des cas comme ça, on va pénaliser le coureur. Faut arriver à le trouver. Donc on attend à côté d'elle, et puis quand elle lui parlera, on lui mettra une pénalité. Bon, c'est un peu comme... On n'a pas que ça à faire la police, quoi. Voilà. C'est vrai, mais tu vois, t'es toujours dans la recherche de solutions, et c'est pas toujours évident de se dire et de prendre cette décision. On va pénaliser le coureur. Le coureur, il est pour rien. Pour autant, il y a une mise en danger peut-être aussi de la circulation, de ce qui se passe autour par ses accompagnants. Donc, il faut provoquer une prise de conscience. C'est pas simple à provoquer. Oui, et on s'est rendu compte en 2015, l'année des championnats du monde, où on avait une obligation sur les championnats du monde de hyper contrôler les coureurs, ravitaillement sauvage, ce qu'ils appellent. Hein. Et du coup, on s'est dit, ben, eux, nos policiers de terrain, on va les garder pour la course grand public. Et on va mettre un grand coup. Et on a mis un grand coup. Ben, je te promets que l'année d'après, ça s'est su, et c'était beaucoup plus zen. Donc, c'est bête, mais cette année, on va mettre un grand coup sur les incivilités des accompagnateurs. Alors, vous êtes prévenus, les gars. Les gars, les filles. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. La proportion homme-femme, comment est-ce qu'elle a évolué? Elle n'a pas évolué. Ok. Alors, on est à peu près toujours sur les mêmes pourcentages. J'ai répondu à un journaliste sur un article justement sur les sports des femmes là il y a 1 an ou un truc comme ça. En fait, il y a beaucoup plus de femmes qui font du sport, mais pas obligatoirement des compétitions. Voilà. Et la proportion homme-femme en compétition, c'est pas significatif l'évolution. En tout cas sur les maxis. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais, est-ce que tu
tu as des actions. Est-ce que tu souhaiterais tout simplement que ça évolue ou est-ce que c'est comme ça et puis tu fais avec cet élément? Tu sais, je pense que il y a pas beaucoup de trails en France qui ont créé des courses 100% femmes. Donc nous, on avait créé la Femina Race. Donc on est sur une voie qui est peut-être de légers changements là, à ce niveau-là. Mais malgré tout, moi, je souhaite rien du tout. Hein. Les femmes, elles ont envie de s'inscrire, elles s'inscrivent. Il n'y a pas de barrière là-dessus. Je vais pas leur réserver des courses, des nombres de quotas, de trucs. Non, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Hommes, femmes, vieux, jeunes, handicapés, pas handicapés. On a des amputés sur la maxi depuis des années, hein, qui courent avec des lamelles, avec Boris. Boris, par exemple. Girardi, hein, on parle de alias pied de robot. C'est ça, ouais. La première fois qu'il m'a contacté, je lui ai dit ouais, bah, tu t'inscris comme tout le monde. Tu fais ta vie, je vais pas te tenir la main. Tu veux courir, il y a les portes horaires, les trucs, les machins, c'est pareil pour toi. Hein. Il dit, je pense que c'est ceux qui cherchent. C'est tout à fait ce qu'il cherchait et c'est pour ça qu'il est entre guillemets amoureux de la Maxi Race maintenant parce que en fait j'étais à l'époque j'étais le premier organisateur à lui dire tu fais ta vie et tu viens pas me saouler et si tu passes pas les portes tu passes pas les portes et t'es dans la voiture et tu rentres quoi tu vois voilà et mais c'est pareil pour tout. Et là, femme ou pas femme, voilà, c'est pareil. Moi, si demain il y a plus de femmes que d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Bon, pour autant, la difficulté sur le trail reste la même, qu'on soit un homme ou une femme. La maxi race, elle est quand même difficile. Bah, je vais dire, si tu vas chercher dans les proportions, il y a peut-être plus d'abandon en homme qu'en femme, hein, par rapport à ce qu'ont pris le départ. Hein. Donc voilà, l'homme, on l'a toujours su. Nous, on le vivait dans les raids multisports. Où, entre guillemets, on avait des équipes de 4 avec minimum une femme. Vous pouvez en avoir 2 ou 3, mais minimum une femme. Et on se rendait compte que la femme, elle pétait rarement. Elle explosait rarement. Elle sait mieux se gérer. Elle est moins bourrine. Elle veut moins moi je suis trop fort, je vais partir à bloc. Et au bout de 2 montées, bah, tu finis, tu rentres en voiture. Elle va gérer, elle va passer ses bosses. Elle va pas doubler à bloc dans les descentes parce qu'en fait sur des trails comme la Maxi Race c'est les descentes qui fracassent, c'est pas les montées, hein. C'est les enchaînements de descentes parce que la majorité des gens ne viennent pas du monde de la montagne. Donc si on prend quelqu'un qui habite à Bordeaux, pour pas dire Paris ou Marseille, il peut pas s'entraîner en descente. Il va peut-être faire des petites côtes, des escaliers ou des buts de 50-60 mètres, mais il va pas faire 1000 ou 1200 mètres de dénivelé négatif en courant. Donc la première fois, il dit « c'est trop bien, ça va trop vite et tout ». Et à la deuxième, « Oh purée, j'ai plus de quadrilles, j'arrive plus, j'ai pété mes fibres ». Donc voilà. Alors que la femme, elle va pas se lancer comme ça, elle va dire « Oula, j'ai eu le mollo, je verrai ce qui se passe après ». Et c'est elle qui va arriver au bout plus facilement. Ok, super info. Donc tu vois quand même un bon nombre de finisheuses et c'est chouette à l'arrivée. La fête, comment ça se passe? Laquelle de fête? La fête à l'arrivée, entre bénévoles, comment vous gérez ça? Comment vous célébrez? Alors, le dimanche soir, on se fait un repas. Voilà, on se fait un repas sous le grand chapiteau, là où on remet les dossards. Donc on fait un repas tranquille avec un peu de musique, beaucoup de bière, sans alcool. Non, avec alcool pour nous. Les bières sans alcool, c'est pour les gens qui arrivent à la Maxi Race. Il y a de la bière sans alcool et nous, généralement, on a de la bière à alcool. Sauf cette année où, en fait, il y avait plus de fûts de bière à alcool. Elle était toute partie dans la buvette, qui est la buvette payante. Et du coup, on a fini les fûts coureurs sans alcool. Mais bon, là, sans alcool, la fête est plus folle. Non, mais voilà, on se fait un petit truc comme ça. Et puis après, au mois de novembre, on fait une soirée aussi chez un de nos partenaires, là actuellement chez Nissan, les voitures, et on se fait une soirée, il y a une centaine de personnes avec les petits fours, les vidéos, et on rigole bien.
Bon, bah écoute, merci beaucoup pour l'échange. Je pense qu'on va rejoindre le départ de ce mini trail. Et c'est surtout que ça va être l'heure que j'aille chercher mes enfants à l'école. Bah, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je m'attendais pas forcément à trouver une personne aussi ouverte, parce que derrière, quand on est coureur, qu'on connaît la Maxi Race et ce que ça peut représenter, parce que c'est devenu quand même imposant dans le paysage du trail en France et à l'international. Voilà, je me suis dit attention, il faut que tu prépares ton entretien, il faut que tu aies un peu des billes, 2-3 questions pour rebondir, et ça peut être impressionnant aussi pour moi, mais tu m'as mis à l'aise. T'es quelqu'un de très avenant, très très ouvert, et puis je pense que ça s'en ressent de fait dans l'ADN de la course. Un grand merci à toi, à tes équipes pour ce que vous faites sur le terrain, et vous permettez aussi à des coureurs de découvrir vraiment ce paysage autour d'Annecy, c'est super. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man.